Link's Awakening nous embarque à bord d'un voyage unique, au travers duquel une ambiance particulière et inhabituelle pour un Zelda s'est, sans grande difficulté, mise en place. L'aspect parodique du jeu et la présence de tous ces personnages familiers mais pourtant complètement étrangers à Zelda se voient ainsi justifiés. D'une certaine manière, ces références viennent briser le quatrième mur qui sépare notre réalité du jeu vidéo par le simple fait que tout ce qui s'est produit à Kokolint n'était finalement qu'un rêve. Si Link's Awakening est, en somme, une aventure onirique pour laquelle le ressort scénaristique permet de lui conférer une atmosphère si singulière, ce n'est pourtant pas une approche inédite pour Nintendo. Dans Super Mario Bros 2, tout le périple qui a été accompli se déroule au pays des songes, dont la conclusion nous dévoile qu'il ne s'agit que d'un rêve effectué par notre cher plombier, ronflant durant le générique. Si je vous évoque ce jeu, c'est parce qu'on y retrouve comme antagoniste principal Wart, qui y fait son unique apparition dans l'univers de Mario, une unique apparition réduite à l'état de rêve. Nous ne savons pas jusqu'où l'influence du poisson rêve s'étend, ce dernier n'étant pas originaire d'Hyrule et en admettant que cette divinité a pu, par un moyen quelconque, voir ce qu'il se produit dans différents univers, lui permettant ainsi d'imager des Goombas, des Chomps ou tout autre personnage hors Zelda dans Link's Awakening, la présence de Wart pose problème. À la différence des autres, ce personnage n'est qu'une création du subconscient de Mario et n'a donc jamais véritablement existé au sein même de son univers. Il n'y a donc qu'une seule réponse pour justifier toutes ces apparitions étrangères dans Link's Awakening. Chaque univers de Nintendo serait connecté par les rêves. D'après son nom original, Kaze no Sakana, le poisson rêve se présente comme un esprit des cieux, puissant et imposant, dont les pouvoirs permettent de contrôler le vent. Malheureusement, les rêves de cette divinité sont devenus la cible de cauchemars qui ont tenté de prendre leur contrôle, perturbant ses songes en l'empêchant de se réveiller et estompant petit à petit son âme. Sa seule solution est de faire apparaître une émanation de son esprit à l'intérieur de son rêve, sous l'apparence d'un hibou, attendant patiemment l'arrivée d'un héros qui pourrait y mettre un terme. Piégée dans son sommeil donc, la baleine divine n'est plus en mesure de contrôler le vent qui finit par se lever violemment dans la réalité, résultant en une terrible tempête. La suite, vous la connaissez. Après s'être entraîné en dehors des contrées d'Hyrule, Link prend le large dans le but de revenir au royaume mais se retrouve malgré lui piégé dans cette mer déchaînée, écourtant sa navigation en s'échouant à Kokolint. Sur cette île, chaque région, chaque être et chaque détail sont des produits de la pensée du poisson rêve, à l'exception de notre héros qui s'y retrouve après avoir intégré ce songe par projection astrale, en rêvant lui aussi. Seulement, et si Link n'était pas le seul rêveur à avoir atterri à Kokolint? Remontons un peu le temps. Le développement de Link's Awakening débute après la création d'un autre jeu de rôle, jamais sorti chez nous, Kaeru no Tame ni Kane wa Naru, avec lequel il partage son moteur graphique, ainsi qu'une alternance entre phases aériennes et phases de plateforme. Il est intéressant de constater que si les deux titres ont pour dénominateur commun cette fine esthétique, ils partagent également un ton très proche. Le registre parodique est une constante, puisque le prédécesseur de Link's Awakening tentait lui aussi de démythifier le genre épique du jeu de rôle et ses grands héros au profit d'un humour décomplexé. Le pitch est simple. Depuis leur enfance, deux princes partagent une rivalité amicale. Richard, le prince du royaume de Custard, et le protagoniste du jeu, Prince de Sablé, qui perd au combat à chaque reprise face au premier qui en profite pour le moquer. Lorsque le maléfique Delarin capture la princesse Tiramisu de la contrée voisine où siège le royaume Millefeuille, Richard y voit une compétition pour savoir qui parviendra à sauver la princesse en premier. Dès le début de l'aventure, l'ambiance décalée du jeu est instaurée. Le royaume de Sablé étant la nation la plus riche du continent, son prince pense ainsi que tout problème peut être résolu par l'argent et n'hésite pas à dépenser plusieurs millions de pièces d'or pour gagner la course contre Richard. Le jeu ne se prendra pas une seule fois au sérieux, que ce soit au niveau des situations, des dialogues ou encore des personnages, et Link's Awakening est très limité et simplement de courte durée. Plus qu'un hommage direct à Kaeru no Tame, cette musique qui lui est dédiée suggère à Richard une certaine importance à Kokolint et pas des moindres. Tout comme Link dans le prologue de Link's Awakening, Richard prend la mer accompagné de ses chevaliers, dans le but de retourner à son royaume après son périple à Millefeuille. Seulement, ont-ils vraiment atteint leur destination? Le sort du prince et de sa troupe n'a-t-il pas plutôt été le même que celui de notre cher héros? Peu importe si la contrée où Richard était se situe dans les environs de la mer où Link voguait, ou si les deux protagonistes ne se situent pas dans le même monde, leur univers a fini par se connecter au moment de leur naufrage, lorsqu'ils ont perdu connaissance et ont commencé à rêver sous l'influence du poisson rêve. Contrairement aux autres habitants de Kokolint, Richard est, comme Link, le seul qui conserve tous les attributs qui lui sont propres et qui ont forgé son nom avant d'atterrir sur l'île. Tous les autres personnages secondaires ne sont que de simples caméos résultant de l'imaginaire du poisson rêve et ne référencent pas véritablement directement
un personnage d'un univers différent. Tarquin, s'il est une référence à Mario, n'est pas Mario lui-même. Quant au Dr. Wright, même si ce personnage est une référence au conseiller de SimCity, il existe réellement dans une perspective intradiégétique à l'univers Zelda, et chronologiquement antérieur à Link's Awakening, puisqu'apparaissant dans Minish Cap en tant qu'Ilia, puis plus tard dans Oracle of Seasons, cette fois en tant qu'habitant d'Holodrum. Cocolint hébergerait donc 2 rêveurs extérieurs. Échoué sur l'île avant Link, il est possible que le hibou ait tenté de motiver Richard pour accomplir la quête de l'éveil du poisson rêve. En vain, le prince ayant certainement décidé de vivre sur cette île aux airs paradisiaques en s'installant au château Canulet. Ce choix peu judicieux n'a fait qu'empirer la situation, et la domination de l'île par les cauchemars n'a fait que grandir, jusqu'à faire des chevaliers de Richard des pantins corrompus par la malice, éjectant le prince de son château, ne lui laissant pas d'autre choix que de trouver refuge dans une villa. Ces chevaliers sont devenus les seules forces maléfiques humaines en Cocolint, utilisées pour garder d'autres régions de l'île, mais curieusement, aucun donjon, ni même le temple du sud. Les cauchemars ne faisaient peut-être pas suffisamment confiance aux humains pour garder ces zones sensibles où sont enfouis les instruments des sirènes et les secrets de l'île, qui auraient possiblement pu leur faire reprendre leurs esprits. Il y a quelque chose d'autant plus intriguant à propos des ruines du temple du sud qui, comme les statues de hibou, révèlent aux héros que tout n'est qu'un rêve. Qui les a construites? Et surtout, à quel moment? S'agit-il du poisson rêve? Avait-il prédit la venue d'un héros dont le destin funeste aurait été lié au sort de l'île? Ou est-ce que, d'une certaine manière, Link n'aurait-il pas modifié le rêve pour se donner des indices et s'éveiller à temps pour ne pas mourir en mer? Selon la psychanalyse de Freud dans l'interprétation du rêve, un élément s'y manifeste souvent comme une déformation de ce qu'il représente réellement, bribes de souvenirs d'événements vécus aux moments éveillés. Les songes apparaissent alors comme moyen de satisfaire son rêveur en accomplissant les désirs inconscients de celui-ci. Grâce au pouvoir du poisson divin, déclencheur de ce rêve partagé, les souhaits et envies enfouis dans l'esprit de nos 2 protagonistes semblent avoir de l'influence sur Cocolint et tout ce qui s'y trouve. Link souhaite revenir en Hyrule, sa terre natale, et, d'une certaine manière, son rêve sur l'île est une forme d'accomplissement de ce désir. En tout point, Cocolint est similaire au Hyrule de Link to the Past et agit comme une déformation de cette réalité. Au-delà du fait que les cauchemars prennent l'apparence d'ennemis autrefois vaincus par le héros, les donjons sont des réminiscences des épreuves qu'il a accomplies lors de sa quête précédente, avec tous ces items familiers qui permettent leur résolution. Le village des mouettes rappelle Cocorico et sa girouette, le mont Tamaranch et les cordillères tartares font penser à la montagne de la mort, les fontaines des fées, sans oublier les habitants qui partagent des similitudes avec les Iliens, notamment Tarquin en tant que figure paternelle comme son oncle, ou la figure savante de Pepe Ramolo au même titre que Sahasrara. Encore plus concret, le désir du héros pour la princesse Zelda, symbole de frustration dans sa vie éveillée, s'accomplit ici à travers la romance autour de Marine, avec toutes les chances d'un amour véritable et réciproque qu'aucun Link n'aurait jamais pu vivre. Son inconscient a donc eu des incidences sur le rêve initial de la baleine en donnant naissance à un foyer alternatif au héros, un monde entier adapté à ses souhaits et désirs sous l'influence des pouvoirs du poisson rêve. De la même manière, l'inconscient du prince Richard a impacté les songes en bâtissant sur l'île un château ainsi qu'une villa, des demeures d'appartenance à la royauté ou du moins à la richesse, accomplissement du souhait de retrouver, lui aussi, son royaume. Certains souvenirs de son récent périple à Millefeuille s'invitent également au rêve, comme les grenouilles et l'emblème de la cloche, éléments centraux de Kaeru no Tame. Une fois sa quête enfin accomplie, le poisson rêve éveillé ainsi que l'île de Cocolint et ses habitants volatilisés dans le néant, c'est au tour de Link, en pleine mer, sur les décombres de son bateau, d'ouvrir les yeux. Pas de Richard à l'horizon, ni de chevalier. Espérons que ces derniers ont réussi à retrouver leur voie vers Custard. D'une certaine manière, ils ne se sont jamais réellement croisés et n'ont finalement jamais su que l'autre était, à Cocolint, la seule et véritable personne qu'ils ont rencontrée sur cette île imaginaire. Une île imaginaire où les désirs rêveurs d'autrui devenaient réalité, mais une île imaginaire qui, comme le fait si bien comprendre le poisson rêve, restera à jamais gravée dans les souvenirs du héros comme une expérience qui a réellement été vécue et qui, par son accomplissement, l'aura à jamais changé.